Voilà. Et donc, bienvenue à tous autour de cet écran pour parler de l'application et comment MapNMatch peut intervenir dans des contextes d'innovation. Et donc, de manière assez classique par rapport à nos coffees habituels, une petite intro sur pourquoi c'est un sujet intéressant et qui peut toucher vos clients. Pourquoi c'est important d'innover. Je pense qu'on en connaît tous l'importance et l'actualité finalement de ce besoin d'innover. Et puis je vous ai partagé quelques lectures ou voilà, références qui identifient les besoins quelles sont les conditions pour pouvoir innover. Et MapNMatch est là pour accompagner les managers, les collectifs, les entreprises et donc, comment créer les conditions de l'innovation? Et on voit que ce qui m'a paru intéressant, c'est de faire le lien entre des bouquins ou voilà, des personnes reconnues dans le monde du management et du leadership, et que ce qu'ils mettent en avant, c'est quasiment du vocabulaire MapNMatch. Donc, MapNMatch est tout à fait pertinent Oui, je peux laisser pour la aller, call, mais on peut se pour parler aller sur la... comme toujours, Ok. Merci, très aller bonne... chercher. Oui. Ah, il y a du bruit de fond, je ne sais pas chez qui. Hop, Olivier. Oui, donc MapNMatch, une fois de plus, est pertinent pour venir accompagner les diagnostics des forces en présence et puis d'aller caractériser les besoins. Donc, je vous partagerai cette caractérisation un peu standard des conditions de l'innovation, du manager de l'innovation, pour pouvoir concrètement déployer ça chez des clients et les approcher pour les convaincre de cet outil incontournable qui est MapNMatch pour accompagner l'innovation. Et puis, on conclura sur des news flash, une super nouveauté de la plateforme que vous allez découvrir, nos prochains rendez-vous et un événement que vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn que nous allons bientôt organiser. Alors, l'importance d'innover, peut-être comme on n'est pas nombreux, j'aime bien en profiter. Quel est pour vous, juste en quelques mots, hein, brièvement, les contextes d'innovation, en quoi ça résonne avec vos problématiques clients ou ce que vous avez envie d'accompagner chez vos clients? Pour vous, avant que j'affiche une synthèse, quelle est pour vous l'importance de traiter ce sujet d'innovation dans vos accompagnements? Par qui je commence? Dans l'ordre des vignettes, Nicolas, ça résonne comment, innovation pour toi? Actuellement, c'est à plusieurs niveaux. On a beaucoup d'interrogations sur le positionnement futur des boîtes, c'est-à-dire il y en a qui sont par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la crise Covid et compagnie en plein questionnement. Donc ça rentre bien dans la logique de l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a, je ne pense pas que ce soit tout le temps des changements de modèle, mais voilà, on essaie de se positionner différemment. Il y a de plus en plus de thématiques RSE qui entrent en ligne de compte sur lesquelles on doit aider les organisations à se positionner aussi. Pour pas mal d'entre elles, c'est nouveau, donc ça nécessite de l'innovation. C'est à peu près les deux choses sur lesquelles j'ai envie de me positionner, c'est-à-dire à la fois les conséquences encore de la crise Covid et puis le positionnement RSE et développement durable qui est de plus en plus prégnant. Voilà. Top, merci beaucoup. Pascal, les sujets d'innovation, pour toi, ça résonne comment? Tu es en mute? C'est Yes. vrai, désolé. Nous accompagnons des clients qui sont en plein renouvellement, dont un qui a des projets internationaux, donc avec des renouvellements d'équipes. Et eux-mêmes, leur projet, c'est de la création et de la créativité, donc on baigne dans l'innovation, quoi. Ouais. Et ils sont toujours très friands de nouvelles idées, de comment aborder et gérer l'équipe. Et bon, MapNMatch en est l'outil, mais après, c'est bien de faire un diagnostic. Après, il faut les accompagner. Donc. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, cette idée-là. Merci Pascal. Mélanie, innovation, ça, pour toi, ça résonne comment?
Je vais reprendre, vous m'entendez? Un des verbes qui était donné juste avant. Moi, je baigne dans l'innovation depuis plus de 17 ans et j'aime ça. Et du coup, j'accompagne mes clients en ce sens. L'innovation, c'est aussi bien lié aux produits, services, stratégie de diversification, stratégie de pénétration de marché, etc. Comme lié aux équipes. Donc, c'est dans ce souhait d'innovation et évidemment de, de rester, comment dire, up to date par rapport à un marché, ne pas se faire enfouir Mm. par les concurrents. Comment aussi j'intègre ça dans ma stratégie de recrutement, surtout que par rapport à plusieurs mappings d'équipes, on voit certains profils qui ont de l'appétence, enfin, ont de l'appétence, ont du plaisir à être dans le créateur, etc., alors que certains sont plutôt en irritant. Et c'est comment accompagner ça aussi au sein d'une équipe. Mm. Tout à fait. OK. Oui, super. Merci Mélanie. Et Olivier? Euh, L'innovation, c'est un sujet qui est de plus en plus questionné, hein, de l'innovation de quelques personnes un peu créatives. Il y a quelques décennies, une innovation qui a de plus en plus de dimensions, qui est de plus en plus systémique et donc qui va faire appel de plus en plus à des talents différents, hein, Ouais. des talents pour faire émerger l'innovation et surtout ça couple avec le mode projet parce qu'une innovation qui n'est qu'une belle idée avec un prototype mais qui ne va pas jusqu'au marché, ne délivre pas de valeur. Donc, il y a derrière l'innovation où on voit l'ampoule qui étincelle, il y a toutes les phases projet qu'on connaît bien sur d'autres sujets de la dynamique des talents. Donc, je pense que l'innovation, quelque part, plus on creuse le sujet, plus ça met en lumière au carré un peu la dynamique des talents qu'on questionne ici avec Mm. Mapin Match. Oui, oui, tout à fait. Et je rebondis parce que pour ceux qui ont assisté au mois de juin, au mois de mai, on avait fait un coffee sur la transformation et je vais faire le lien, la comparaison entre les deux euh, dans une minute parce que ça relève aussi du changement en général et c'est une facette différente du changement. Tout à fait. Et Norma? Alors, en fait, bon, l'innovation résonne beaucoup en moi à différents niveaux et j'ai envie de vous proposer d'associer innovation et progrès. Pas que je suis Mm. très influencée par Étienne Klein, mais quand même. Parce que quelque part, l'idée du progrès est aussi d'améliorer et innover en améliorant, parce qu'on n'abandonne pas le socle des choses qui sont bien. Mm. Embarquer ce qui est bien et progresser en innovant. Je préfère faire ça. Alors moi, je le fais à différents niveaux. Déjà, moi-même, en tant que coach d'accompagnement aussi bien d'équipe que de clients, c'est important pour nous d'innover parce que ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas de situation identique. Et à chaque situation, il fait que nous-mêmes, on fasse un pas de côté pour arriver à trouver ce qui est spécifique à cette situation pour avancer avec le client. Après, Mm. je trouve que moi, j'ai soit des situations de transformation, et puis là, le mois de septembre, on prépare 2024, il y a des sociétés où il y a des transformations qui vont voir le jour en janvier, des fusions-acquisitions. Et puis, je trouve dans les accompagnements individuels, j'ai beaucoup de quête de sens et de transition professionnelle. Et en effet, c'est là, Map and Match est vraiment l'idéal parce qu'à un moment donné, les gens ils comprennent le malaise, pourquoi je veux changer, pourquoi je ne suis pas bien et vers quoi je veux aller, etc. Donc, c'est réellement pour des individus et pour des équipes, c'est super. Mm. Ouais, super. Merci d'ajouter cette dimension. Effectivement, nous-mêmes, dans nos pratiques d'accompagnement, etc., on a aussi notre propre besoin d'innovation. Ah oui, Tout à fait ah oui, intéressant. ah Merci oui. beaucoup pour ce tour de table. Alors, comment résumer l'importance? Vous m'entendez bien? Oui, OK. Cette importance d'innover, il y a trois grands axes. Le premier, c'est effectivement maintenir la compétitivité. On est dans un monde qui bouge, pour ne pas reprendre un slogan bien connu, mais voilà, il y a des nouveaux concurrents, il y a des avancées technologiques, voilà, et une entreprise doit keep up the pace, et donc se maintenir dans la course
et se démarquer et conserver, voire augmenter sa part de marché. Donc, il y a le sujet de la compétitivité. Il y a aussi stimuler la croissance, c'est-à-dire qu'en innovant et en étant vers le progrès, pour reprendre ta notion, Norma, dans cette idée de progression, innover, ça peut être aussi dans les process, ça peut être les produits, ça peut être aller sur des nouveaux clients, des nouveaux marchés, ça peut être aussi des nouvelles manières de faire pour aller gagner en efficacité, améliorer les coûts de production, la rentabilité et donc cette croissance qui va se traduire dans les chiffres également. Et puis, répondre aux besoins clients, c'est aussi conjoncturel, parfois contextuel, mais dans ce monde qui bouge, il y a aussi garder le rythme et rester au plus près des besoins clients. Et on en reparlera tout à l'heure, il est nécessaire de sortir les antennes, de sortir la tête du terrier ou de son tunnel dans lequel on peut être engagé pour faire courir les activités, développer les activités. Donc, il faut rester aussi collé aux besoins du client et on innove et on progresse pour coller à ses besoins clients. Donc, c'est ces trois grands axes qui peuvent un peu résumer cette importance de l'innovation. Comme je vous le disais, on avait déjà abordé le sujet avec la transformation, et c'est exactement le même slide qu'on avait évoqué à l'époque. C'est-à-dire que le changement a différents visages et peut prendre différentes formes. Il y a des changements qui sont des restructurations où là, on est plutôt sur une redéfinition de périmètre pour des raisons économiques. On a la diversification qui va consolider un positionnement, mais qui peut être aussi motivé par les mêmes besoins que ceux que je viens d'évoquer, qui est collé au marché, collé aux besoins du client, etc. Il y a de la transformation où là, ce qu'on avait évoqué, c'était vraiment changer le paradigme. Hein, dans la transformation, on est dans quelque chose de proactif et d'un peu table rase tout en n'abandonnant pas la totalité des choses. Mais là, aujourd'hui, si on parle d'innovation, l'innovation, ça peut être aussi de l'adaptation. Hein, comme vous l'avez mentionné, où Nicolas disait, après le Covid, il faut s'y retrouver. Il y a de nouvelles exigences sur la RSE, il faut s'adapter à ces nouvelles exigences, etc. Donc, on reste sur cette idée que le changement et vos accompagnements du changement peuvent adresser différents visages. Aujourd'hui, on va faire ce focus de l'innovation avec ce côté de nouveauté. Donc, on avait pris déjà à l'époque de la présentation sur la transformation, l'illustration d'Hermès qui a innové pour survivre. En deux mots, vous connaissez l'histoire peut-être de la maison Hermès, qui était vraiment un pur cellier dans le monde hippique à l'époque, et qui s'est rendu compte que, à un moment, en voyageant aux États-Unis, il s'est rendu compte qu'il y avait l'arrivée de l'automobile et que un jour, il y aurait autre chose que les chevaux comme moyen principal de locomotion. Et donc, s'il voulait survivre, il fallait faire autre chose avec du cuir et il s'est dirigé vers la maroquinerie et puis vers tous les produits qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi l'innovation pour saisir une opportunité. Cet exemple de KitKat qui en japonais veut dire garde courage a été complètement cette opportunité a été saisie sur le marché japonais de faire un KitKat au maté, un goût japonais très connu, pour coller à une utilisation du KitKat qui n'était absolument pas classique, qui était juste un snack et qui est devenu le symbole d'encouragement des étudiants, etc. Et là, c'est saisir une opportunité pour aller plus loin, pour une opportunité de croissance qui avait été saisie par KitKat à l'époque. Ça, c'est des idées d'adaptation. Ce qui nous intéresse, comme je le disais en introduction, c'est comment créer les conditions de l'innovation. On vient de voir des exemples d'Hermès qui réalise que le marché est en train de bouger, l'exemple de KitKat qui réalise qu'il y a une
une opportunité à saisir et de sortir un peu de la voie toute tracée du marketing original. Donc, quels vont être les talents sollicités en vocabulaire Map and Match pour créer ces conditions de l'innovation? Je vous partage 2 ouvrages, je vous les ai mis en picto, comme ça vous pouvez les retrouver facilement sur Amazon si ça vous intéresse. Mais quand on cherche une référence sur quelles sont les compétences, quels sont les talents, les besoins pour créer un environnement favorable à l'innovation, on a ce bouquin qui est une référence et qui met en avant 5 talents essentiels pour des innovateurs disruptifs. On est vraiment sur cette idée du changement. Et on trouve des 5 talents essentiels qui sont facilement identifiables dans le modèle Map and Match. Ils mettent en avant l'observation, la capacité à observer le monde qui nous entoure, l'association, c'est-à-dire la capacité à relier des idées, des concepts pour créer des nouvelles solutions. Et je vous assure que j'ai pris le vocabulaire du bouquin et pas du talent Map and Match. L'expérimentation pour prendre des risques calculés et prendre le risque de l'erreur en abordant les choses par l'essai et l'erreur pour développer de nouvelles idées. Le questionnement, qui est remettre en question le statu quo et qui va permettre d'avancer et de faire différemment. Et le réseautage, la capacité à interagir avec différentes personnes pour obtenir des perspectives différentes, et on cherche à nourrir la réflexion par la confrontation des idées, et pour ça il faut mettre en contact, mettre en relation des profils différents. Donc vraiment très intéressant de voir qu'un bouquin qui ne connaît pas Map and Match met en avant des choses qui sont effectivement partie intégrante de notre modèle. Autre référence en leadership, c'est Peter Drucker, qui lui liste 6 conditions de l'innovation et sur lesquelles on va trouver des points communs avec ce qu'on vient de voir dans l'ouvrage précédent. C'est-à-dire qu'il dit que voilà, les conditions de l'innovation, ça requiert la recherche de nouvelles opportunités ou la nécessité de s'adapter à un changement d'environnement, d'être attentif aux clients pour coller à cette évolution potentielle des besoins des clients, être à la recherche systématique d'opportunités. Et donc là aussi, on retrouve cette idée d'avoir ces antennes déployées, d'être à la recherche d'informations sur la concurrence, sur le marché. Et Peter Drucker invoque même créer une culture d'entreprise qui valorise la créativité et l'exploration de nouvelles idées. Et on retrouve tellement bien notre verre du bas entre le créatif et l'explorateur, en effet. Une gestion efficace des ressources parce que il faut dédier, que ce soit du temps, des moyens financiers ou des moyens humains pour la recherche et développement, pour l'expérimentation. On venait de parler de l'essai et l'erreur et se donner le temps de faire fausse route et des moyens financiers de se tromper et d'abandonner certaines pistes. Donc, l'expérimentation, on vient d'en parler pour tester différentes choses et apprendre des échecs. Et enfin, ce que Drucker met en avant, la mesure et l'évaluation des résultats de l'innovation. Bien ajouter une petite dimension par rapport à ce qu'on voyait avant, en disant l'innovation, ça peut se mesurer aussi. Il y a un point de départ et puis il y a un point de progression et c'est intéressant de monitorer et d'évaluer pour savoir si on atteint notre objectif et pour faire les ajustements éventuels nécessaires. Donc on voit que quand on prend de la littérature de référence qui met le cadre des conditions de l'innovation, on est tout à fait dans l'activation de talents Map and Match qui vont faire sens et qui vont nous parler très concrètement. Donc, caractérisation, évidemment, de ces besoins identifiés. Ce que je vous propose là, c'est la caractérisation du manager de l'innovation. Donc, on va retrouver en R5 le management parce que tout rôle de manager, de pilote dans le cockpit
on va le retrouver dans ce R5 de management pour mettre en avant ce rôle de pilote, de driver et d'organisation des projets pour l'innovation. Ceci mis à part, tout le reste de la caractérisation peut évidemment être appliqué à du collectif et d'être les conditions favorables dans un ADN d'un collectif, qu'il soit une équipe ou qu'il soit une entreprise. Quand on a la chance de cartographier toute une entreprise avec les profils Mapple-Match, on peut avoir une image de l'ADN d'une structure qui serait favorable et qui crée les conditions de l'innovation. Donc, dans les essentiels, au-delà du management pour le rôle de manager, on l'a vu dans ce qu'on a cité jusqu'à présent, il y a la créativité pour sortir des sentiers battus, hein, la création, la créativité qui, pour rappel, la définition, c'est qui aide à sortir de l'ornière, qui va partir d'une feuille blanche et même dans des contextes existants, ça va être le réflexe de dire si ce qu'on a n'existait pas, qu'est-ce qu'on inventerait, qu'est-ce qu'on mettrait en place, comment est-ce qu'on organiserait les choses, quelles opportunités on saisirait. Et puis l'exploration qui est bien la remise en cause du statu quo, on l'a lu mot pour mot précédemment, c'est de se dire ça c'est la situation d'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut l'emmener, on va explorer de nouvelles voies et on va remettre ça en cause pour avoir de nouvelles idées. Et le troisième R5, responsabilité clé complémentaire, c'est la réflexion. On vient de le voir dans les 6 points de Peter Drucker. C'est de dire il faut lier les concepts entre eux pour créer de nouvelles approches. Pour rappel, cet idéateur dans le talent et cette réflexion, quand c'est exprimé en besoin, c'est l'idée de trouver des dénominateurs communs, d'aller lier des choses qui a priori n'ont pas de sens pris isolément, n'ont rien en commun, et on va trouver un liant, c'est le connecting the dots, qui vont créer de la valeur et créer de nouvelles opportunités. Donc c'est cette ouverture et cette manipulation à un niveau conceptuel dans cette dimension de la régulation qui va venir nourrir l'innovation. Ensuite, les responsabilités complémentaires, les C5, vont venir alimenter ces besoins essentiels et ces R5. Évidemment, j'ai l'anticipation et la stratégie. Ces deux talents, ces deux besoins ont en commun, comme vous le savez, regarder devant. Alors, l'anticipation qui est l'éclaireur en talent, c'est plutôt le court terme, c'est avoir un coup d'avance, c'est imaginer, OK, si on fait ça, quels vont être les impacts, quelles vont être les opportunités à saisir, quels vont être les risques éventuels à ce lancement de projet. Et la stratégie, c'est l'anticipation moyen et long terme. Quel est le point d'atterrissage? Donc, il faut aussi pouvoir identifier des opportunités dans le cadre de l'innovation qui vont être cohérentes avec ce point d'atterrissage final, cette big picture. Hein, la stratégie, c'est aussi la vision, c'est définir la raison d'être des choses. Donc, avoir des conditions qui créent à la fois l'anticipation court terme, parce que c'est faisable dans une phase de lancement, et les perspectives long terme, est-ce que ça respecte le point d'atterrissage ou où est-ce que ça nous emmène quand on regarde la big picture? Donc, c'est vraiment ces 5 qui sont focalisés sur le besoin de projection court et long terme. Ensuite, on a décidé de mettre en avant la formalisation. C'est-à-dire que quelque part, il faut aussi que l'innovation, on l'a dit en introduction, elle réponde à un besoin du marché, qu'elle corresponde aux attentes des clients, qu'elle réponde peut-être à la concurrence ou qu'elle prenne un coup d'avance justement sur la concurrence. Donc, il faut être réaliste. Et donc, à un moment, il faut aussi formaliser cette innovation et la documenter. Donc, il nous a paru intéressant d'ajouter le C5 de la formalisation du concepteur. Ensuite, l'évaluation. On l'a mentionné dans notamment Peter Drucker qui disait c'est aussi nécessaire de piloter
d'évaluer, de mesurer. Voilà. Et donc, il faut être orienté rentabilité. C'est un calcul mathématique, hein, la rentabilité. Donc, on est quand même dans l'analyse chiffrée, factuelle. L'évaluation, le talent d'avaliseur, il est là pour décortiquer les choses. Donc, il faut récolter, filtrer des informations et analyser la faisabilité aussi de l'innovation. Donc, on a besoin, dans cette dynamique de la prise de recul, dans cette dynamique bleue, dans cette dynamique de recul, on va privilégier cette analyse, cet esprit analytique pour pouvoir mesurer l'évolution, analyser les données entrantes. Pour rappel, cette dynamique du bleu de la prise de recul vient alimenter le pilotage. On a dit il y a du pilotage parce qu'on projette long terme et on regarde devant, on essaye d'anticiper les choses et on ancre cela dans de la réalité, dans un esprit d'analyse qui va venir alimenter cette réflexion. Et enfin, en dernier talent complémentaire, ou dernier besoin complémentaire, on a décidé d'identifier la décision parce qu'on a besoin aussi d'arbitrer, de trancher. Un moment, on va, avec la créativité, on va ouvrir le champ des possibles, on va avoir peut-être des alternatives pour que ce soit efficace, parce qu'on est toujours orienté création de valeur, performance, efficacité, avec ce modèle Map and Match. On a besoin de trancher, d'arbitrer, et on va laisser tomber certaines choses. Pour l'innovation, c'est une façon de voir les choses que d'ouvrir le champ des possibles, et puis à un moment, il faut refermer ce champ des possibles, revenir à quelque chose de concret, de formalisé, de processé, qui va permettre de passer au cran suivant. Donc, il doit y avoir, dans les conditions favorables à l'innovation, une certaine appétence pour l'arbitrage, la priorisation, et assumer certains choix, d'aller vers certaines options et d'en laisser tomber d'autres. C'est dans ça que ça vient nourrir les besoins essentiels. Quelles sont vos réactions? Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cette caractérisation qui, comme toujours, est un socle de départ? Vous voyez, c'est une proposition en disant, voilà, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on analyse, etc., c'est un squelette, on va dire, c'est une proposition, et puis qui, comme on le dit toujours, doit être contextualisée par rapport à l'innovation en particulier que vous adressez auprès de votre client. Et sur cette approche un peu squelette des essentiels des conditions de l'innovation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de réagir? Ça fait sens? Oui, Mélanie? Oui, ça fait sens. Après, c'est sûr qu'il faut faire des choix, je pense aussi dans les R et dans les C. Moi, personnellement, ce qui me manquerait, mais ça parle certainement de moi, hein, c'est le challenge dans l'innovation, puisque il y a quand même une recherche de faire quand même autrement ou d'améliorer l'existant, etc., dans des environnements qui sont de plus en plus complexes. Et donc, il y a cet état d'esprit aussi lié à l'innovation que moi, personnellement, je retrouve beaucoup dans un esprit challengeant, on va dire, Oui, et qui aime être challengé. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Ça fait sens, effectivement, aller au-delà des difficultés, de ne pas avoir peur de la complexité. C'est tout à fait la dimension du challenge, de l'affronteur. En fait, moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est-à-dire quand on caractérise, il y a presque des choses du style à dire, il ne faut pas qu'il y ait, si c'est une seule personne, il ne faut pas qu'il y ait de l'inconfort. Moi, je dirais, il ne faut pas qu'il y ait de l'inconfort dans le challenge. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire des choix. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on pourrait peut-être ne pas mettre ou autre. J'ai pensé au challenger, mais je me suis dit, il faut qu'il ne soit pas en inconfort là-dedans. Oui, à titre individuel ou à titre collectif, que tu n'aies pas une concentration d'irritants affronteurs parce que ça pourrait poser problème, il y aura un frein. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire le challenger va être surtout dans la phase d'après. De déploiement, tu veux dire?
Non, même, non, là, on choisit on va innover, mais derrière, il faut lancer. C'est-à-dire, le challenger est celui qui va avoir réellement lancé et faire aboutir. Aussi. Et c'est une autre caractérisation quand on est sur la mise en œuvre. On va être beaucoup plus sur l'axe horizontal, opérationnel, parce que l'enjeu, ça sera de faire bouger les choses et de les faire arriver. Donc, on est d'accord. Olivier, tu voulais compléter? Oui, un point important, c'est qu'en fait, un process d'innovation, c'est souvent multi-contexte, hein. Les moments où on est en phase exploratoire, on fait émerger des nouveaux champs, des possibles, des nouveaux enjeux, les phases de créativité, les phases d'incubation, de prototypage, d'engagement, de pilote, de déploiement. En fait, sur chacune de ces phases, je pense qu'on peut avoir une manière de faire le job que tu as fait là, de manière un peu plus spécifique. Bien Mais pour sûr. moi, c'est ça la force de l'outil Map and Match, c'est qu'en fonction de la dynamique de contexte d'une boîte, hein, tu prends une boîte dans la tech, une boîte dans l'industrie, une boîte dans les services, et en fonction de leurs enjeux, de leurs challenges, etc., elles ne vont pas avoir les mêmes démarches. Mais la force, c'est justement de pouvoir rendre explicite avec un client les géographies de talent dont on a besoin pour animer chaque chose. Et pour moi, la force même du manager, c'est de savoir être un peu l'architecte des contextes de talent qu'il a besoin de faire émerger. Parce qu'effectivement, ceux qui vont être dans la phase réussir le pilote pour lancer en time to market et ceux qui sont en phase exploratoire, pour moi, c'est de manière exacerbée tout ce que tu as dit là en fonction de ces phases, quoi. Donc, je pense que nous, en tout cas accompagnants, on se doit d'être très contextuel aux besoins, aux réalités opérationnelles et culturelles des clients avec ce type d'outils. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'était bien le sens de mon propos de dire, voilà, c'est une base et puis qu'il faut affiner. Ce que je trouvais intéressant, si je peux cliquer sur mon slide, voilà, c'est de vous montrer la pertinence finalement des choix et puis de la mise en perspective. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de me contredire en disant, voilà, c'est adaptable, mais il y a quand même cette colonne vertébrale. Et comment mieux l'illustrer que de vous mettre côte à côte, finalement, ces deux caractérisations, où on a dit pour mener la transfo, ici sur la droite de l'écran, quels sont les besoins, et ce que je viens de vous présenter sur les conditions de l'innovation. Ah ben, qu'est-ce qu'on observe? On voit quand même on est sur des dimensions en commun, forcément, parce qu'on adresse le changement, mais il y a quand même quelques différences à la marge. Ben, on voit qu'effectivement, dans la transfo, on était allé encore plus loin dans secouer les choses. Et donc là, effectivement, on avait le C5 du challenge, mais comme vient de le relever Mélanie, on pourrait imaginer l'avoir également pour l'innovation. On a une dimension très forte sur l'inventivité et la page blanche qu'on a mis en avant avec un R5 de création pour l'innovation qu'on ne retrouve pas forcément dans la transformation. C'est une différence qu'on a souhaité marquer. On a plus d'anticipation encore dans l'innovation que dans la transformation, où on a en commun sur les deux un C5 de stratégie, mais on n'était pas sur l'anticipation court terme, sur la transfo, que l'innovation, on a vraiment voulu s'assurer qu'on avait les deux dimensions de l'anticipation et du regarder devant. On voit que dans la transfo, la décision a été notée un peu plus fortement comme besoin par rapport à l'innovation, parce qu'on était sur un contexte de mener la transformation et s'assurer qu'elle avance. Et donc, la décision est remontée dans la hiérarchie des besoins, parce que pour faire avancer la transfo, il faut vraiment prioriser, décider, trancher dans le vif au nom de l'efficacité du pilotage. Autre dimension, pour mener la transfo, on avait mis en avant un besoin de connecter les personnes entre elles. On aurait pu aussi, ça peut être peut-être discutable aussi pour l'innovation. On a vu que dans les conditions identifiées par les ouvrages que j'ai cités, il y avait cette idée d'aller confronter les points de vue, connecter des personnes entre elles pour échanger sur les opportunités de transformation. On
on a préféré mettre la cohérence des concepts entre eux. Et sur la transfo, on a une dimension d'alignement des hommes avec la vision qu'on n'a pas forcément mis en avant dans l'innovation, parce que pour mener une transformation, il faut être sûr d'embarquer tout le monde. Dans l'innovation, ça sera peut-être dans une phase ultérieure, hein, un peu comme Norma, tu le mentionnais, au moment où on doit déployer, mettre en œuvre l'innovation, on va peut-être switcher sur quelque chose d'un peu plus horizontal et d'un peu plus opérationnel. Voilà, une fois de plus, ces deux caractérisations, je pense que j'avais rien mis d'autre en avant, ces deux caractérisations qui ont des partis pris, on le redit, c'est tout l'intérêt de contextualiser aussi par rapport à la transformation, l'innovation, le besoin de vos clients en particulier. Mais voilà, je trouvais intéressant de mettre en regard ces différentes caractérisations pour vous montrer comment mettre l'accent sur certaines dimensions ou pas. Des réactions, des réflexions par rapport à cet exercice de comparaison? Je vous vois tous à l'écran. Oui, alors Valérie, désolée, je prends en marche, mais merci de m'accepter et c'est super intéressant. Juste par rapport à mener la transformation, je me posais la question du médiateur parce que et surtout en R5, parce que souvent il faut plutôt faire baisser, enfin faire tomber des résistances. Et là où je trouve ça dangereux, c'est que si on veut vraiment préserver une harmonie, alors j'ai bien conscience qu'il y a aussi ne perdre personne hein, en route dans la médiation, mais Oui. préserver l'harmonie, parfois, ça va pas avec quoi. Il faut aussi être un peu challengeant et pousser un peu les gens dans leur retranchement. Donc, je me demandais si en R5, c'était pas un peu beaucoup et si justement, ça pouvait pas être contre-productif et être très frustrant pour la personne qui mène la transformation, si il ou elle a besoin d'harmonie, a besoin d'alignement et que justement la transformation génère du désalignement et des frustrations, des difficultés en interne. Est-ce que c'est pas problématique pour la personne qui va être en charge de cette transfo? C'est une question que je pose. Oui, alors quand on parle caractérisation, on a sous les yeux les besoins, tu vois. Donc effectivement, on va vouloir avoir en face quelqu'un qui a à cœur d'embarquer tout le monde et de ne pas en laisser sur le bord de la route, parce que ce qu'on a sous les yeux une fois de plus dans cette caractérisation, c'est de dire ce qui est particulièrement important, mais là aussi, hein, comme toute caractérisation qu'on propose, on dit c'est une proposition, ça peut être un point de départ de discussion avec un client en disant ben, nous, on sait que ça va bien se passer, donc on va peut-être pas le mettre en R5, mais il faut qu'on l'ait en tête. Et en face, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait cette envie d'alignement. Et maintenant, de manière très factuelle sur le terrain, ça peut effectivement être compliqué et écouter à la personne parce qu'elle elle va pas avoir le boulot tout mâché sur cet alignement, etc. Et donc là, on va aller chercher de l'énergie aussi sur l'activation d'autres T5 de la personne. Et effectivement, autant qu'elle ait un peu d'affronteur pour ne pas se laisser décourager à la première contradiction du truc. Mais là, les caractérisations, c'est vraiment une cartographie des attendus, d'accord, et du besoin. Et ça peut autant s'appliquer à un individu qui mène la transfo ou un individu qui est peut-être responsable de l'innovation dans un bureau d'études ou que sais-je. Et c'est aussi une caractérisation de collectif en disant bah, c'est ça, pour qu'une transfo se mette en place le plus facilement possible, bah, voilà les conditions, voilà la culture collective, l'intelligence collective dont on a besoin. Et à gauche,
voilà une culture d'entreprise dont on a besoin pour favoriser l'innovation et l'émergence de propositions d'innovation. Donc, on est bien sur des besoins, effectivement. Oui, Nicolas, je vois que tu as levé la main. Oui, poliment, je lève la main. Merci. Super. De donner la parole. Non, j'avais 2-3 commentaires que j'ai notés. Oui. J'ai notamment noté le fait qu'effectivement l'innovation n'est pas monolithique. Donc voilà, ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois en fonction des circonstances, du type d'activité, de ce que l'on fait. Exactement. L'exercice de caractérisation va nous amener à avoir des variations par rapport à ce que tu proposes. Donc moi, je n'ai pas de problème fondamental par rapport à ce qui se trouve là. J'ai une autre question, c'est où on se positionne par rapport à un manager de l'innovation. Ça, pour moi, ça m'interpelle. J'ai beaucoup de clients chez qui je me retrouve plus avec ce que je considère comme étant des animateurs de l'innovation. Donc, des types qui vont un peu gérer des équipes où ils ont une série d'innovateurs et de créatifs, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, je pense que la caractérisation complète avec la dimension rouge, verte, sans doute le noir et le bleu resteraient, mais là, il y aurait sans doute moins de vert, en fait, par rapport à cette réalité-là. J'ai plus affaire à des animateurs d'équipe, si tu vois ce que je veux dire. Oui, le vert serait dans l'équipe, c'est ça que tu dis. C'est-à-dire que ce serait plutôt à l'équipe d'amener cette dimension-là. Oui. Et alors à l'animateur d'équipe d'avoir ce rôle qui consiste à s'assurer de la bonne transition du vert vers le noir et s'assurer que ça s'intègre. Et donc, il aurait aussi la dimension jaune. Donc, ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième question, c'est pour moi le sens des mots. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi, quand j'appuie sur le bouton innovation, j'ai n'importe quoi qui revient en retour, quoi. Et donc, ça va de simplement s'assurer que les gens prennent des initiatives par rapport à leur boulot, hein, je te le dis, hein, franchement. Hein, donc, et alors, ils sont persuadés qu'ils veulent de l'innovation, en parlant de gens qui doivent être un petit peu plus responsables, qui doivent être plus autonomes, etc. Et donc, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a déjà un gros boulot pour savoir de quoi on parle. Et du coup, je reviens à ce que tu disais au début. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Enfin, tout le monde aime bien avoir de l'innovation, c'est un peu comme l'esprit d'équipe. Hein. Mais Oui, je suis d'accord. je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, quoi, tu vois. Mm. Voilà, je propose ça au groupe, débrouillez-vous avec ça. Je prends mon micro. Merci. Non, je trouve très juste, et c'est pour ça que je disais, alors pourquoi on est sur une caractérisation du manager de l'innovation, c'est que petit à petit, on vous partage ce qu'on a appelé l'index managérial, où pour nous, du coup, c'est ma base vers laquelle je communique et je partage, qui est l'idée de différents contextes managériaux. Quelle serait la caractérisation pour un manager, un leader, un futur leader, voilà, des personnes qu'on accompagne pour prendre des rôles d'influence dans une organisation selon différents contextes. Alors, qui peuvent se cumuler, qui peuvent coexister ou qui vont se succéder dans le temps, etc. Donc, on part chaque fois d'une responsabilité, enfin, d'un poste de manager d'équipe et de leader du sujet. Et ici, on a à un leader à qui on demande d'innover, de piloter l'innovation dans son équipe, quelles sont les conditions de l'innovation. Donc, je te rejoins tout à fait et ta remarque est tout à fait pertinente. Je peux peut-être déléguer à l'équipe le vert, c'est peut-être pas le manager lui-même qui doit être créatif, explorateur, mais il doit s'assurer d'en avoir dans l'équipe. Et si on regarde la caractérisation sous l'angle, quelles sont les conditions à mettre en place pour faire émerger l'innovation, c'est les conditions de la créativité et c'est pas forcément mettre le profil du manager perso, hein, comme tu le disais Valérie, c'est pas forcément un profil individuel à mettre en face. Si je le regarde comme une caractérisation collective, ça doit être une équipe qui, manager plus collaborateur, va avoir cette appétence et cette énergie spontanée
pour aller explorer des nouvelles voies, pour aller essayer de faire des erreurs, pour trancher, abandonner certaines pistes, etc., etc. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut lire ces caractérisations. C'est tout à fait intéressant. Oui, Norma. Oui, et donc en fait, justement, j'étais en train de réfléchir, si c'est une équipe, dans ce cas, le manager, il a peut-être une composante de coach pour faire émerger justement l'intelligence collective et l'encourager. Oui, tout Et à fait. après, C'est il faut tout à fait quand possible. même qu'il y ait un minimum d'appétence dans le verre, sinon on va être malheureux là-dedans. Oui, il faut qu'il les entraîne. Ouais, quand on dit créer les conditions, c'est effectivement aussi encourager à être créatif, encourager à explorer. Et effectivement, c'est plus facile si on a soi-même l'appétence.